Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de VetoJob. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Marine. Alors Hélène, je vais commencer par récapituler un petit peu ton parcours et puis après on échangera toutes les deux. Toi, tu es diplômée d'Alfort en 2001. Tu as enchaîné directement sur un an de master marketing à HEC, donc tu as un double diplôme. Ensuite, il me semble que tu as fait un tout petit peu de pratique canine de mémoire. Alors, c'était en 5e année, avant le master. Ok. En tout cas, tu t'enchaînes ensuite sur une expérience dans des grandes entreprises, puisque pendant 6 ans, tu vas travailler d'abord en nutrition chez Hills et ensuite dans un laboratoire pharmaceutique chez Vetoquinol. Et puis, fin 2009, tu décides de te mettre à ton compte. Et en 2010, tu crées ADVET pour apporter des solutions concrètes aux vétérinaires chefs d'entreprise. Ça, c'est ce que j'ai lu sur ton site. Donc, au sein d'ADVET, en fait, tu t'es entouré de consultants experts dans différents domaines. D'ailleurs, tout le monde est indépendant. Vous êtes tous indépendants. Et vous proposez des services et des fonctions support aux vétérinaires chefs d'entreprise, que ce soit de la communication, du management, des services RH ou du business développement. Voilà, c'est à peu près bon. C'est exactement ça. Non, c'est plus que bon. C'est parfait. Merci Marine pour cette introduction en tout cas. Et du coup, c'est vrai qu'on a pas mal travaillé ensemble ces dernières années sur des projets communs, alors autour du recrutement parce que j'avais ma casquette VetoJob et toi ta casquette ADVET. Et je suis assez admirative déjà de ton efficacité et aussi de ton parcours. Et c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de le faire partager aux consoeurs et aux confrères. Et en plus, en préparant un petit peu tout ça, je me suis rendu compte que j'avais plein de questions que j'avais jamais eu le temps de te poser. Donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, merci à toi de t'intéresser à mon parcours. C'est vrai qu'on n'a jamais l'occasion, quand on se voit en congrès ou quand on travaille sur un dossier, de parler de nous. C'est un exercice un peu particulier, mais je vais m'y plonger avec autant de plaisir que toi, je suppose. Bon, tant mieux. Alors, on y va. Première question auquel tu couperas pas, parce que je crois que je la pose à peu près à tout le monde, c'est pourquoi tu as choisi le cursus vétérinaire ? Je m'attendais pas à celle-là. Évidemment que je m'y attendais. Je pense comme beaucoup de confrères et consoeurs, moi ça vient de toute petite. Alors j'ai mis longtemps avant de mettre le mot vétérinaire sur le métier, mais l'intérêt pour les animaux, il vient de la petite enfance. Quand je passais mes étés chez ma grand-mère, c'était dans une capitale, elle vivait dans un appartement et ma seule distraction, c'était les chats qui naviguaient dans la cour en bas et je passais des heures à les regarder. Et puis quand on allait à la campagne faire des pique-niques, c'était les insectes, les coccinelles, les fourmis qui transportaient les petites graines de pain. Voilà, j'adorais observer les animaux, ça c'est parti de là. Donc une vraie fascination pour les animaux à l'origine, ouais. Pour l'observation, ouais. Et le mot de vétérinaire, vraiment le métier de soins aux animaux, il arrive à peu près quand ? Il est arrivé à l'adolescence. Il est arrivé d'abord avec Jacques-Yves Cousteau, les émissions à la télé. Ça a baigné. Mais alors, je crois que c'était le samedi ou le dimanche, je peux pas te dire, mais en tout cas, c'était le week-end. J'attendais ça, tu vois. J'attendais l'émission, voilà, avec la plongée, avec les poissons, avec les dauphins. Enfin, je trouvais ça absolument extraordinaire. Enfin, pour moi, c'était vraiment ça l'aventure, tu vois. Et le métier de vétérinaire, vraiment, quand je me dis mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les animaux, c'est Marie-Claude Boncel. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'était l'ancienne administratrice
administratrice de la ménagerie du Jardin des Plantes. D'accord. C'était à la même époque que Jaïk Yves Cousteau. Elle était médiatisée, alors beaucoup moins que lui, mais on la voyait de temps en temps à la télé, dans les magazines pour les jeunes, etc. Elle avait une crinière fascinante, avec des cheveux super frisés et tout, et elle était toute menue, et elle parlait des animaux, mais tu la sentais transportée, quoi. Elle te racontait sa vie et les grands singes dont elle s'occupait. Et puis bon, comme j'habitais à Paris, j'allais souvent au Jardin des Plantes. Et du coup, elle était présentée comme vétérinaire. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux faire vétérinaire. Voilà d'où c'est venu. Et puis après, parcours classique, la prépa, les concours. Ça a été 3 fois, 3 fois admissible, mais j'ai dû Parce attendre qu'on la pouvait 3e année. le passer 3 fois. Ouais, à l'époque, on pouvait le passer 3 fois. Ouais. Oui, donc vraiment, c'était, ça te tenait à cœur, quoi, de pas dévier, quoi. Ah oui, ça c'était vraiment parce que je trouvais que c'était un métier qui était à la fois plein d'aventures, qui était intéressant parce qu'il y avait plein d'animaux, plein de choses à découvrir. Enfin, pour moi, c'était le côté découverte en fait, plutôt que le côté soin qui m'avait attirée, bizarrement. Mais voilà, j'aurais dû probablement partir en Afrique pour poursuivre ce côté découverte et aventure. Mais en tant que Parisienne, née, élevée, et grandie à Paris, à 21 ans, tu te dis non, je vais pas aller en Afrique toute seule, quoi. Et donc tu choisis même Alfort, le plus proche de Paris. Bah oui, j'allais pas aller ailleurs. Enfin, c'était ma maison, donc ouais. Moi, j'ai fait le même choix que toi, là-dessus. Et ton cursus vétérinaire à l'école, il est conforme à ce que t'attendais? Ça te plaît? Ah oui. Alors ça me plaît beaucoup. J'adore l'ambiance. Moi, j'ai adoré les échanges avec les profs, avec les potes de la promo, avec les vétos des autres promos où ils t'apprennent des trucs. Enfin, j'ai adoré vraiment l'ambiance qu'il y avait. Enfin, j'avais vraiment l'impression de faire partie d'une famille, en fait. D'accord. Ça m'a beaucoup plu. J'ai été frustrée assez rapidement en première, en 2e année, parce qu'il y avait beaucoup de théorie, évidemment. Et je me sentais frustrée de rien faire, en fait. Moi, je voulais je voulais faire des trucs. Donc, très rapidement, j'ai fait ASV le week-end. Et voilà, ma première approche du soin, ça s'est fait comme ça, comme assistante vétérinaire. D'accord. Et en T1 Pro, donc ce qui était l'ancienne 5e année, c'est là où tu disais tout à l'heure, tu fais de la pratique. Exactement. Ça a commencé par les gardes le dimanche, et puis très rapidement un contrat avec des jours de remplacement plus ou moins longs pendant les vacances et puis pendant l'année. Et super clinique dans le Marais. Coucou Catherine, si tu m'entends. Ah, j'ai fait des remplacements chez Catherine Flachat. Catherine, voilà. Bon, alors, c'est marrant ça. À Catherine. Ouais. Voilà, mais tous les gens bien sont passés chez Catherine. Et donc tu vois comme c'était le paradis cette clinique. C'est le paradis cette clinique. Hein. C'est vraiment une clinique dans laquelle tu es accueilli, dans laquelle on t'apprend, on te laisse le temps aussi de trouver tes marques. Les ASV sont vraiment au top. Et j'ai adoré moi le contact avec la clientèle qui était une clientèle un peu particulière où on avait vraiment des animaux enfants, mais moi ça m'a beaucoup plu. À un moment, je me suis dit mais voilà, ça y est, je suis véto quoi. Enfin, c'est fini, tu vois. Je voyais ça comme une fin en fait. D'accord. Et c'est ce que j'allais te demander. Comment ça se fait que finalement tu t'orientes vers un double diplôme? Alors, parce que je me suis dit t'auras rien vu d'autre que ça en fait, parce que pour moi maintenant que j'avais mon métier et ma clinique de rêve quelque part en tant que salarié en tout cas, je me disais je vais plus rien découvrir, je vais plus partir à l'aventure, il y a pas de suite en fait. Et je pense que j'avais besoin aussi après les études, enfin un peu comme tout le monde après 3 années de prépa, de découvrir le monde un peu différemment, de faire une année de césure, tu vois. Si j'avais pu faire un tour du monde comme on fait aujourd'hui, c'est la mode, hein, de faire ça, de partir avec son sac à dos. Je l'aurais fait, c'était pas trop le truc de mes parents. Donc ils m'ont dit si tu veux arrêter veto, pourquoi pas, mais tu fais une année et un diplôme complémentaire. Et le truc le moins pénible que j'ai pu trouver, c'est ce master marketing en fait. C'est pas tant par goût pour l'entreprise ou pour le marketing à laquelle j'y connaissais rien et ça m'intéressait pas. C'est ça, t'avais pas d'idée de ce que c'était. Ouais. Pas du tout, mais pas du tout, vraiment. Que le fait que ce soit à Jouin-Josas, alors c'était un peu loin, j'étais obligée de dormir sur le campus. T'es une vraie Parisienne. Hein.
Ah ouais, c'était l'aventure de partir à Juan-Josa, c'est à côté de Versailles pour ceux qui connaissent pas. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. À l'époque, on n'était que 2 vétos sur une promo de 120. Les autres étaient des ingénieurs, des pharmaciens. Et j'y allais pour me reposer, pour me retrouver, pour savoir ce que je voulais faire. Et pour moi, au bout de cette période, alors c'était 18 mois, tu avais 12 mois de cours et 6 mois de stage. Pour moi, 18 mois, je revenais à la pratique, quoi. D'accord, ok. Et ça t'a plu? Il t'a plu ce master? Ouais. Ah ouais, j'ai adoré. Au niveau du contenu, au niveau des gens et de l'ambiance? Les gens, pas tellement, parce que là, pour le coup, je retrouvais pas cet esprit qu'on avait à l'école Veto, où on était tous pareils finalement. Là, on commençait à voir des différences entre les ingénieurs, entre les pharmaciens, mais comme tous les exercices, tous les contrôles se faisaient quasiment tous en équipe, j'ai appris à composer avec des profils différents du mien et ça m'a plu. Au départ, ça m'a fait un peu bizarre, mais le fait de me confronter à des personnes différentes, ça m'a plu. D'accord. Et puis c'était intéressant parce que c'était nouveau en fait, donc tu as une stimulation intellectuelle permanente, donc ça c'est rigolo quoi. Tu découvres des nouveaux trucs, tu dis ah c'est ça, c'est sympa, ah ouais une étude de marché et tout. Et toujours pour ce côté aventure, j'ai pris un stage, donc mon stage de 6 mois que je devais faire pour clôturer le master, je l'ai fait à l'étranger. Tiens-toi bien, en Belgique. Je suis allée très loin. Je suis partie loin. Alors c'était en plus en pays flamand, donc on parlait anglais. Mais voilà, c'était très chouette. J'ai rencontré un super maître de stage, Jean-Louis No, qui m'a accompagné. Après, on s'est recroisés dans nos vies professionnelles. Et puis de fil en aiguille, à la fin du stage, on te propose un emploi où j'ai répondu à une annonce pour voir ce que ça donnait, si tu veux. Tout le monde me disait, il faut que tu fasses du terrain, faut que tu te confrontes aux vétos, les vrais vétos, en étant commercial. Et à ce moment-là, ils se recherchaient un responsable régional, c'est un poste de délégué commercial sur la région sud-ouest. Je dois avouer que j'ai dû répondre parce que le sud-ouest, tu vois, l'Aquitaine, la Dordogne, tout ça me plaisait bien. Plus que la nutrition à la base? Plus que la nutrition et le côté commercial, c'est clair. Et là encore, super découverte, une équipe vraiment et sur le terrain et dans les bureaux qui était très supportive en fait. Ça, j'ai vraiment eu de la chance dans mon parcours de rencontrer des gens, alors que j'arrivais un peu par hasard dans chacune des situations dans lesquelles je me trouvais. Finalement, arriver à me faire ressortir les choses intéressantes et à m'accompagner finalement dans la découverte du poste, quoi. D'accord. Et le côté nutrition? Alors, la vente de croquettes à l'époque, chez Hills, alors oui, il y avait l'aspect nutrition technique, mais moi, j'étais pas véto-technique, j'étais vraiment... C'était vraiment sur la partie commerciale, oui, d'accord. Et il y avait un programme à l'époque qui s'appelait le PHP, qui consistait à accompagner les vétos dans leur métier de chef d'entreprise. Donc moi, j'étais que déléguée, tu sais, je faisais que de les inscrire et de leur proposer, mais j'assurais aussi le suivi après leur formation, enfin petit suivi, je leur demandais comment ça se passait. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'entreprise et au métier de vétérinaire chef d'entreprise finalement. Petite graine à germer avec ce truc-là, oui. Ouais, exactement. En me disant, mais tiens, là, il se passe des trucs, c'est vétérinaire, mais c'est pas que vétérinaire. Finalement, le métier d'associé, c'est un métier qui est plus complet que moi, ce que je voyais, ce que j'ai vu quand j'ai fait mes premiers remplats. Ouais, ça a commencé à m'intéresser, on va dire. D'accord. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai eu le sentiment d'avoir fait un peu le tour du poste et surtout, il y a une occasion qui s'est présentée d'un poste à l'international, mais là, le vrai international. Plus loin que la Belgique. Plus loin que la Belgique, ouais, avec, c'était un poste de chef de gamme douleur chez Vetoquinol, donc c'était vraiment la gestion de tous les médicaments douleurs, dont la fameuse tolfédine que tout le monde connaît. Et mon rôle là chez Vetoquinol, c'était de préparer les campagnes qui allaient être utilisées dans les différents pays. D'accord. Donc il fallait que je sois en rapport avec les directeurs commerciaux, les directeurs marketing des différents pays, les chefs de produits pour savoir de quoi ils avaient besoin, que je fasse une synthèse. Et tu découvres tout l'univers de l'industrie pharmaceutique à ce moment-là.
Et là, ouais, là vraiment aussi bien. Alors, dans ce poste, il y avait un support opérationnel et il y avait aussi un rôle stratégique puisque je préparais le lancement des produits à venir, mais des produits à venir dans 2 ans, dans 5 ans. Donc, j'étais aussi en rapport avec la R&D, avec l'Indus. Est-ce qu'on met des tablettes de 8 comprimés, de 10 comprimés, mais pourquoi on peut pas mettre 12 et les stratégies prix, enfin, et tout ça à un niveau international. Donc là encore, c'est hyper stimulant. Ça a été vraiment super. J'ai beaucoup voyagé. Alors, il y a le côté fatigue qui s'installe, et puis avec le temps aussi, ça devient un peu abstrait. C'est-à-dire, enfin, je sais pas comment l'expliquer. J'avais le sentiment d'être loin d'être un peu déconnecté du terrain ou. C'est ça. C'est que je voyais plus le résultat de ce que je faisais en fait. D'accord. On faisait des prévisionnels à 4 ans, à 10 ans, des plans stratégiques, c'était intéressant, je dis pas, mais j'en voyais pas les effets. Tu perds un peu le sens en fait. Exactement, c'est exactement ça. Je voyais plus pourquoi je faisais ça. Ce qui me plaisait, j'avais plus la stimulation de la découverte et de la nouveauté. Et ben voilà, après tu t'installes dans un train-train et en 2009, tu le disais. Et juste avant ça, de cette double expérience et en nutrition et dans l'industrie pharma, quels apprentissages que tu réutiliseras après pour ADVET tu en tires en fait? Quels grands apprentissages? Alors les grands apprentissages, le côté commercial m'a appris à écouter et à identifier ce qui était important pour l'autre. Ça c'est vraiment, je trouve, dans l'échange professionnel, ne pas s'imposer, ne pas imposer ses idées ou ne pas imposer son service ou son produit, peu importe, avant d'avoir découvert l'autre en fait, qui il était, ce dont il avait besoin, comment il fonctionnait, qu'est-ce qui était important pour lui, parce que ça sert à rien en fait, c'est une perte de temps, c'est désagréable aussi pour son interlocuteur et du coup ça c'est quelque chose vraiment que j'essaye vraiment de conserver, de cultiver. Parfois, on a envie d'aller vite, alors on présente le produit, on dit tac, tac, tac. Ouais. Voilà ce qu'on fait. Mais je pense que cette phase d'exploration, voilà, est importante et même plus qu'importante, essentielle dans le monde de l'entreprise. D'accord. Et puis, ce que m'a appris mon poste chez Vetoquinol, c'est vraiment toute la gestion d'un projet, le développement d'un produit, sa commercialisation, enfin tout ce qui permet de réussir en fait, qu'on va rattacher au business développement, de l'analyse au plan d'action, si tu veux, d'avoir cette vision stratégique, opérationnelle en fait, qui va de l'un à l'autre. Et dont on peut parfois manquer, soit on est que stratège, on reste que dans la théorie, ou on est que dans le plan d'action, que dans l'opérationnel, mais on n'anticipe pas assez. Moi, je pense que c'est ça que ça m'a permis d'acquérir, c'est ce côté... cette vision un peu globale, quoi. Globale, ouais. Voilà, ouais, c'est ça, que j'avais pas avant, que j'avais évidemment pas avant. Et du coup, à quel moment, chez Vetoquinol, tu te dis, je pourrais bien démissionner et me mettre à mon compte? Oh, ça s'est pas passé comme ça, hein. Moi, j'étais dans mon train-train chez Vetoquinol et ça se passait super et on avait des projets, en douleur en tout cas, il y en avait plein d'intéressants. Enfin, donc ça se passait bien. Et ce qui s'est passé en 2009, il y a eu les premiers articles dans la presse sur la directive service, qu'il allait y avoir des changements au niveau européen, que ça allait impacter la vie des vétérinaires en France, qu'il allait y avoir des réseaux, de la communication. Enfin, il y avait tout un truc comme ça qui a créé... Annonciateur d'un gros changement, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça a provoqué chez certains un peu d'anxiété ou des interrogations, en tout cas, ça c'est sûr. Et des copains, des copines qui étaient installés m'ont appelé. Ah Hélène, toi qui es là-dedans, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je savais absolument pas ce que c'était que ce truc. Ils savaient pas non plus ce que je faisais, mais ils avaient l'impression qu'en étant en labo, comme ça, un peu à l'international, j'avais les clés de compréhension. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui se passait. J'avais vu ce qui se passait aussi en Angleterre et aux États-Unis. Hein. J'avais déjà vu des chaînes. Et qui avait vraiment un cran d'avance sur la France. Hein. Exactement. Bah oui, ouais. Ça fait plus de 30 ans que ça existe, Banfield aux États-Unis. Ouais. Et on s'est vu lors de déjeuner, de dîner, on s'est mis à parler, et dans ta clinique, qu'est-ce que tu fais, comment tu vas? Et à cette occasion, je me suis rendu compte qu'en fait, les questions qui se posaient, c'était les mêmes
que mon chef à moi me posait par rapport aux gammes, quoi. C'est qui nos clients, qu'est-ce qu'on leur vend, à quel prix, comment mobiliser les équipes, comment gérer les problèmes, on n'a pas le temps, comment on peut faire mieux avec moins, et toutes ces questions qui se posaient pour le quotidien de leur clinique, de leur entreprise, je me suis rendu compte que j'avais des outils que j'avais acquis durant mes expériences professionnelles qui pouvaient s'adapter. Alors pas tels que, qui nécessitaient quand même un travail de mise en forme, on va dire, pour la clinique vétérinaire, mais qui était tout à fait utile. En tout cas, j'ai commencé comme ça en disant, moi, à ta place, voilà ce que je ferais. Et puis 6 mois après, on me rappelle, on me dit ça a super bien marché ton truc, et comment je fais pour ça maintenant? Et c'est là où germe l'idée en se disant mais finalement je pourrais bien faire du conseil. Ouais, voilà, j'ai des trucs à apporter aux gens en tout cas. Je me suis dit je vais essayer, je me lance. Et donc c'est là où je me suis dit pourquoi pas proposer des services. À l'époque, il y avait Philippe Barallon qui proposait des services autour de la stratégie de l'accompagnement des cliniques. Il y avait aussi Freddy Pérez qui est très connu pour tout ce qu'il apporte aux ressources humaines. Et il y avait Yannick Pouban qui était décédé l'année précédente, je crois, tragiquement. Et voilà, j'ai regardé ce qu'il faisait. Je me suis dit, moi, je peux apporter peut-être des choses différentes parce que j'ai un parcours différent. Et j'ai commencé à réfléchir à ça avec des copains, encore une fois, qui étaient installés en leur disant, toi, de quoi tu aurais besoin? Je suis allée passer un peu de temps dans leur clinique. Tout ça, t'es encore chez Vetoquinol à ce moment-là? Non, à ce moment-là, j'ai déjà donné ma démission. T'as déjà donné ta démission. Ouais, je suis partie. Ouais, je suis partie en me disant, je ne risque rien puisqu'on me marie à une très bonne situation. J'ai le temps de mettre ça en place. Donc c'est une démission sèche que tu poses. Ouais, tout à fait. Et en étant dans un confort, si tu veux, financier, de par mon conjoint. D'accord. Oui, t'es pas dans l'insécurité, quoi. Pas du tout. Je me suis pas posé beaucoup de questions grâce à ça. Oui, d'accord. Et peut-être heureusement parce que 3 mois après, lui, il s'est retrouvé au chômage. Ah oui. Ça aurait été à quelques mois près, je me serais pas permis en fait de me lancer. Il y aurait eu ce risque-là. Oui, d'accord. Voilà, la vie fait bien les choses parfois. Oui, je sais pas si. En tout cas, c'était parti, c'était lancé, donc fallait réussir maintenant. Après, j'ai eu le stress imposé par le devoir de réussir. Et ça a été un peu rock'n'roll parce qu'on a eu aussi bébé qui est arrivé, qui était pas forcément planifié. Et donc on a tout fait en même temps et ça s'est bien passé. Ouais, voilà, c'est ça. Et tout s'est bien déroulé. Ça fait plus de 12 ans maintenant, 13 ans, ouais. Donc au début, tu montes à des vêtes seule. Ah oui, je suis seule. Ouais. Au début, je suis seule. Au début, on me dit que, de toute façon, les vétos, ils achètent pas le service. À l'époque, c'était les labos, qui proposaient ce type de prestations directement dans les cliniques, soit en interne, soit en externe. Et moi, on me l'a dit beaucoup pour VetoJob aussi. Ah ouais. Non, mais ça a aucun avenir à des vêtes, Ça, aucun veto ne paiera. Ah oui, non, mais ça. Et puis, en plus, à des vêtes, c'est une espèce de faux acronyme pour accompagner le développement des entreprises vétérinaires. Parce que moi, je me suis dit, voilà, mon sujet d'étude, c'est l'entreprise. Et tout le monde me disait, mais attends, mais une clinique, c'est pas une entreprise, rien à voir, tu dois pas appeler ça comme ça. En 12 ans, mais tout a changé. Ouais, aujourd'hui, pas un veto te dirait ça. Enfin. Non, mais ce que je trouve admirable, c'est que du coup, et je pense que c'est important quand on est entrepreneur ou qu'on monte son entreprise, c'est de se dire, je sais où je vais. C'est pas pour ça qu'on n'écoute pas les autres, mais c'est de se dire, je crois en moi et je crois en ce que je défends. En fait, je porte ce projet jusqu'au bout du truc, quoi. Je croyais en un truc, exactement, qui est que un vétérinaire chef d'entreprise, c'est un métier à part entière et il lui faut des ressources parfois, pas tout le temps, mais pour avancer. Voilà, c'était ça ma croyance. C'était en tout cas mon ressenti très fort et là où j'avais l'impression que je pourrais le plus contribuer au développement de la clinique en fait. D'accord, mais c'est vrai que j'ai toujours senti chez toi une espèce de conviction que les vétos finalement ils ont
ils ont toutes les qualités requises pour être de bons chefs d'entreprise, à partir du moment finalement où ils ont les bons outils, qu'ils arrivent un peu à avoir la maîtrise sur ces sujets, et dans ce cas, ça génère un certain épanouissement. Et cette conviction-là, elle te vient d'où du coup? De ma propre expérience, puisque moi aussi je me suis lancée en tant que chef d'entreprise un peu en mode coucou, c'est moi, qu'est-ce que je dois faire, et finalement tu y arrives, et quand tu y arrives tu t'éclates, c'est hyper satisfaisant de faire de faire quelque chose en fait. Moi c'est ça qui me plaît en fait, hein. Oui, ce qui te motive, c'est d'apporter les petits outils qui vont rendre ça épanouissant, pour le vétérinaire chef d'entreprise. Exactement, de se dire là j'arrive pas, j'ai une difficulté récurrente, voire même il y a un problème, et de se dire simplement t'essayes de faire ça, tu changes ça, tu mets en place ça, tu vois un changement, et là la personne te dit ouais, c'est super. Ça me plaît, ouais, ça je trouve ça chouette, et je vois que ça marche en fait. Donc au-delà de mon expérience personnelle, l'expérience que j'ai avec tous les vétos que j'ai accompagnés depuis toutes ces années, je constate qu'ils y arrivent, hein. Donc il y a pas de raison, hein, et ça quel que soit le profil, hein. Il y a les vétos qui te disent mais moi les réseaux sociaux jamais, je serai jamais sur Facebook, j'aime pas ça, et aujourd'hui ils ont des pages à 2000 abonnés, ils te font des super trucs. Après t'as ceux qui te disent mais non, mais j'ai pas le temps pour l'équipe, ça m'intéresse pas trop, et ils te font des super team building, des brainstorming de folie. Il y a une ambiance pas possible dans la clinique. Enfin, c'est rigolo en fait de voir l'image que certains ont d'eux-mêmes, et que finalement, en essayant de faire quelque chose, ils se rendent compte que ils y arrivent très bien, et ils y prennent goût. Et ils y prennent goût, exactement. Oh non, moi les RH, jamais tu parles, ils adorent ça. Oh non, la stratégie, c'est pas fait pour moi. Ça, c'est souvent les filles qui disent ça. La stratégie, non, je laisse ça aux associés. Je dis non, mais vas-y, tiens, regarde, intéresse-toi à ce truc-là et tout. Et puis 6 mois après, elle te fait des plans strat, des SWOT, des trucs, et tu te dis voilà, ça y est, c'est parti. Ouais, ça j'aime bien. Ouais, je trouve ça sympa. Et du coup, je rebondis là-dessus. Qu'est-ce que tu as appris des vétérinaires, chefs d'entreprise et praticiens en général au cours de tes expériences avec ADVET? Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'envie. S'il n'y a pas d'envie au départ, ça marche pas. Tu peux pas forcer quelqu'un à faire ce métier-là, à être associé, on va dire, s'il en a pas envie. Parfois, j'ai vu des cliniques où il y avait un des associés qui part à la retraite. Alors, on met un salarié à sa place qui rachète les parts, mais il en avait pas envie. Il rêvait pas d'être entrepreneur. Donc, il se retrouve là un peu forcé, et s'il n'y a pas une petite étincelle au départ qui te dit tu vas te prendre en main, tu vas prendre ton entreprise en main et tu vas pouvoir y apporter des trucs, ça marche pas, quelles que soient les méthodes que tu peux appliquer derrière. Donc, faut que tu aies toujours de l'envie. Ce que ça m'a appris aussi des vétos, c'est que c'est des gens qui se donnent à fond, en fait. Quand ils ont décidé de faire quelque chose, ils y vont à fond. Et c'est étonnant parfois, hein, parce qu'ils te disent non, mais j'ai pas le temps, je peux pas, nanana. Et tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, mais en 2 semaines, tout s'est débloqué, tout a été fait. Et ils sont capables de mettre une énergie et une force. Il y a une force de caractère, je pense, qu'il y a nos études, il y a aux obstacles qu'on a pu traverser les uns et les autres, qu'on va pas retrouver forcément dans d'autres professions, qui permet de, je sais pas comment dire. J'ai l'image d'un taureau, tu sais, qui avance comme ça, qui tout d'un coup, t'as une force qui se met en branle. Et ça, je l'ai vu même dans des situations où t'avais l'impression que tout était bloqué. D'accord. Dès lors, peut-être qu'ils trouvent le sens de ce qu'ils sont en train de faire, ils sont capables de déployer beaucoup d'énergie, quoi. Exactement. Ouais. Comme l'énergie qu'on a pu déployer pour intégrer Veto, pour réussir nos études, pour le faire au quotidien, et ça, je suis en admiration de ça, hein, vraiment, de parfois de situations parfois très critiques, enfin qui sont pas à vivre, enfin qui sont difficiles à vivre, on va dire plutôt, et où la personne va vraiment se dépasser pour faire vivre son entreprise, pour continuer à faire vivre ses salariés, pour finalement continuer à être le vétérinaire qu'il souhaitait ou qu'elle souhaitait être, en fait. Parce qu'il y a cet enjeu-là derrière, il y a l'image de soi à chaque fois. Et
pour ça, je trouve que ouais, c'est des gens qui sont capables de faire énormément. Ouais. Des gens très créatifs aussi, les vétos, je trouve. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est quelque chose que j'ai découvert, moi, mais c'est des gens très créatifs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Dans le milieu professionnel ou dans leur vie personnelle, hein, mais moi, je suis toujours étonnée de bah tu fais ça, c'est génial. Enfin, c'est ouais. Mais du coup, ce que tu dis sur le fait que dès lors qu'ils savent où ils vont, que ça a du sens, ils déploient beaucoup d'énergie et que c'est la même qui a été déployée par nous tous pendant nos études, ça m'interroge toujours sur le fait qu'aujourd'hui, il y a le salariat augmente et que justement, il y a de plus en plus de jeunes vétérinaires salariés qui ont du mal à passer le cap de l'association. Et je trouve qu'il y a une espèce de contradiction là-dedans, tu vois. Est-ce que tu sais pourquoi les vétérinaires aujourd'hui restent plus salariés et n'ont pas envie d'être dans ce nouveau métier, enfin dans ce métier de chef d'entreprise? Alors moi j'ai une expérience un petit peu différente, donc je vais modérer, enfin en tout cas avec mon retour sur, tu sais, j'accompagne les vétos à l'installation en faisant des études de marché pour les aider à monter leur business plan. Et je fais ça depuis 2010, hein, ce service existe depuis 2010. J'ai eu jusqu'ici 5, 6, 7 demandes tous les ans, c'était très régulier. Et depuis 3 ans, un peu avant le Covid, ça a explosé. Je suis à 15-20 demandes par an de jeunes moins jeunes, hein, mais 30-35 ans, cette tranche d'âge-là, qui veulent s'installer et qui ont un projet et des projets très très précis. Hein. Je veux faire que du chat, je veux une clinique mais où il y aurait cet espace-là pour les NAC, je veux intégrer le numérique dans ma clinique. Enfin, et je pense que ce qui les freine, les autres, enfin qu'on ne voit pas, et qui restent salariés, c'est finalement la crainte de ne pas réussir ou de ne pas avoir assez les moyens pour s'engager dans leur projet entrepreneurial, en fait. On a l'impression aujourd'hui que pour être vétérinaire, il faut avoir 1 million d'euros, il faut acheter une clinique qui fasse 400 mètres carrés, il faut être équipé d'un scanner et avoir une équipe de 10 AEC. Et ça, évidemment, c'est un frein quand t'es jeune, que tu veux te lancer. Donc toi, tu penses que c'est plus la peur de l'inconnu et de l'ampleur de la tâche au départ que le fait d'être bien confortable dans le salariat et... Je pense que c'est ça. Enfin, en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, évidemment. Il y en a qui aiment le salariat et encore une fois, on parlait de l'envie et du sens. Hein, il y en a qui se satisfont de leur métier de vétérinaire praticien parce qu'ils vont y trouver des choses dans la relation client, dans la médecine, dans la chirurgie. Donc aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités pour développer sa pratique médicale et chirurgicale qu'il y a de quoi faire. Hein, donc pour ces profils-là, le salariat est top. Mais pour les entrepreneurs, enfin ceux qui ont envie de créer finalement, puisque c'est ça, hein, l'entrepreneuriat, c'est de créer quelque chose. Je pense que certains se mettent des freins justement par rapport aux moyens qu'il y aurait à mettre en œuvre pour y arriver. Parce qu'évidemment, on voit les réseaux, on voit oui, on a l'impression que c'est une montagne. C'est une montagne, c'est ça, de se confronter à ça, alors que finalement pas. Tu disais pourquoi est-ce qu'ils rachètent pas les parts d'association de celui qui part à la retraite? Parce qu'aujourd'hui on a des prix qui sont difficilement accessibles et ça crée, je pense, cette distorsion-là. On se dit voilà, ça vaut finalement ça et donc je n'ai pas d'autre choix que de rester salarié. Oui, d'accord, ok. On en reparlera après là de cette restructuration du marché, mais avant ça, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'évolution d'Adevet, parce qu'aujourd'hui, t'es plus du tout toute seule. Donc, comment se fait cette transition entre toi, t'es toute seule avec ton entreprise, et puis maintenant, vous êtes plusieurs? Ouais. Alors comment ça s'est fait? Moi, mon ambition dès le départ, c'était d'apporter toutes les fonctions support au chef d'entreprise. Donc, avec cette ambition-là, j'avais bien conscience que toute seule, ça allait très vite trouver ses limites. Donc, j'ai eu besoin de m'entourer d'experts dans leur domaine, des gens qui savaient faire des sites internet, des gens qui sont experts comptables, des gens qui sont spécialisés en droit du travail, en coaching, pour atteindre cette ambition. Donc ça n'a pas été forcément facile au départ de trouver les bonnes personnes. Et tu commences à chercher à peu près à quel moment? C'était c'est quand j'ai stabilisé un peu ma vie privée, on va dire que bébé était un peu plus gros, que j'ai commencé à avoir un peu plus de temps. Ça a dû commencer en 2016. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, 5-6 ans après le début d'Adevet. Ouais. Ok.
Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était dur d'attirer ce type de profil-là qui était expert et qui était déjà en activité. Et donc j'ai essayé de créer un environnement dans lequel ils pourraient y trouver quelque chose en fait d'intéressant pour eux. Tu vois que en apportant leur expertise, ils y gagnent aussi quelque chose. Des clients évidemment, mais au-delà de ça, je voulais qu'ils trouvent un environnement dans lequel ils allaient pouvoir s'épanouir. Donc dès le départ, tu pars sur un modèle où c'est un regroupement de personnes indépendantes. Ouais. Ah oui, d'accord. Parce que c'est compliqué quand tu veux quelqu'un qui est vraiment expert pour le salarié, faut y mettre les sous. Oui, bien Et sûr, je savais que ça allait être Mm. compliqué de ce point de vue-là. Donc oui, et puis j'aimais bien l'idée aussi d'avoir des experts qui travaillaient avec des vétos, mais pas que, parce que ça aussi c'est enrichissant. Ça élargit le spectre, ouais. Ouais, voilà. Donc non, ce modèle-là était assez clair dans ma tête, mais il fallait créer l'environnement avant de pouvoir attirer des pépites. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes combien ? On est 8. D'accord. Dans à peu près quel domaine d'expertise ? Eh bien, les domaines de la fonction support que tu citais, c'est-à-dire RH et management, tout ce qui va concerner le business développement et la finance, la communication, donc avec évidemment le site, mais l'identité visuelle, la photo, la vidéo. Et puis, on a fait un groupe de services qu'on a appelé les services bras droit du dirigeant, parce que je voulais vraiment qu'on ait, au-delà de l'entreprise, un intérêt et des services pour le chef d'entreprise, dédiés pour lui, donc avec du coaching, mais également des services autour de comment optimiser sa situation personnelle, comment développer son patrimoine professionnel, voilà, tout ça autour du bras droit du dirigeant, c'est un peu à part, mais ça me semblait nécessaire aussi. D'accord. Et comment vous bossez ensemble ? Vous avez un bureau ? Vous êtes tous en distanciel ? Ça se passe comment ? Voilà, on est tous en distanciel, effectivement, parce qu'on n'habite pas au même endroit, donc pas de limite géographique. Ça permet d'être aussi plus présent sur le terrain. On essaye d'avoir des réunions régulières. Alors quand je dis régulières, c'est 3 fois par an, hein, c'est pas tous les mois, pour échanger, pour parler des cas, on va dire, d'études qu'on a pu rencontrer les uns et les autres, des difficultés, se soutenir, pour se présenter aussi nos services et voir comment est-ce qu'on peut les coordonner, les combiner pour que ce soit encore plus efficace dans la clinique vétérinaire. Et on se voit également après durant les congrès. On a eu la chance, alors que les congrès reprennent, on a été un peu freinés avec le Covid, mais là on s'est presque tous vus au congrès du chat en mai dernier, ça c'était chouette, et puis à France Vet après. À Arcachon, hein. Ouais, on a passé un bon moment. Non, pour la petite anecdote, j'ai été à un mariage le week-end d'après dans la même salle et l'organisatrice a dit que c'était un bazar innommable, les vétérinaires au congrès. Oh. Ouais, si, je te jure. Non, ouais. c'est même pas vrai, on a été sages comme J'ai bien tout. rigolé, moi, du coup. Non, et puis il y a une bonne ambiance au-delà du lieu Arcachon. Il y a toujours une bonne ambiance dans ce congrès. C'est un petit congrès convivial qui nous a permis aussi, en plus de rencontrer des vétos, de prendre du temps entre nous. Donc c'était chouette. Puis là, on se revoit à la fac en décembre. Alors du coup, je vais revenir sur un sujet que tu as déjà évoqué. Le paysage vétérinaire, il est en plein remaniement, hein, notamment avec l'arrivée des chaînes de cliniques qui sont en train de structurer. Alors je sais pas, on dit 30 à 50% du marché avant la fin 2023. Je sais pas si c'est ce qui va se passer. Et qu'est-ce que tu en penses, toi ? Et puis qu'est-ce que ça change dans peut-être ta pratique chez ADVET, enfin la manière dont tu vas aborder les choses avec les vétérinaires chefs d'entreprise? Alors, 50% du marché à horizon 2023, ça me semble un peu ambitieux. Aujourd'hui, il y a 600 cliniques dans les réseaux. Donc passer de 10% à 50% en un an, ça me semble un peu compliqué. Maintenant, c'est sûr qu'à horizon X années, on sera comme en Angleterre et aux États-Unis avec un marché qui va se partager 50% en réseau, 50% en indépendant. De ce point de vue-là, pour moi, ça change pas grand-chose. Moi, je m'adresse aux indépendants, je l'ai toujours fait, je vais continuer à le faire. J'ai jamais eu comme ambition d'avoir non plus 100% du marché, donc s'il y en a 50, c'est largement suffisant.
tous les modèles d'entreprise ont vocation à exister et ont le droit d'exister, évidemment. Maintenant, moi, ce que je constate, c'est plutôt les effets négatifs sur le terrain que positifs. Quand je dis négatif, c'est à plusieurs points de vue. Les cliniques que j'ai vues être rachetées, du jour au lendemain, font du plus 10, plus 15% sur leurs tarifs. Alors, oui, c'est peut-être nécessaire de revaloriser les actes, etc. Mais je pense qu'avec les réseaux, il va y avoir une tendance à augmenter de manière plus importante finalement que nécessaire les tarifs, et ça va créer, je pense, pour les gens qui ont besoin d'aller chez le vétérinaire, une certaine difficulté pour certains. C'est ce qui s'est passé, par exemple, dans d'autres pays comme l'Angleterre? L'Angleterre, les coûts sont très chers. Aux États-Unis, aujourd'hui, tu as des chirurgies à 50 000, 100 000 euros et des frais au quotidien qui sont parfois inabordables pour certains, oui. Donc, tu as à côté de ça le développement de centres des assurances aussi beaucoup. Le développement des assurances, ouais. D'accord. À partir du moment où tu as un tiers qui rentre dans la chaîne de valeur, il faut qu'il se rémunère. Ça, je le comprends. Maintenant, je trouve que c'est au détriment du client qui va consommer le service. De ce point de vue-là, bon, je trouve ça dommage. Voilà. Et ce qui me gêne aussi par rapport au réseau, c'est que ça participe à la désertification, on va dire, du monde rural. Tu m'interrogeais tout à l'heure sur pourquoi est-ce que les jeunes restent salariés ou pas. J'ai un exemple très très concret. J'ai été sollicitée par le département Isère pour aider au maintien d'une activité rurale vétérinaire, justement dans cette région dans laquelle un des vétos partait à la retraite. Il avait une clinique mixte, canine et rurale. Il avait revendu sa clinique canine, enfin son activité canine à un réseau. Et son salarié était prêt à reprendre son activité rurale. Sauf qu'il avait évidemment besoin de la structure, d'avoir des ASV, d'avoir un bâtiment dans lequel stocker ses médicaments. Il y avait un contrat de location donc qui était prévu de mettre en place avec le réseau, sauf que le réseau a mis fin, enfin en tout cas n'a pas donné suite quasiment du jour au lendemain. Donc ce salarié qui était prêt à s'engager à reprendre une clientèle rurale s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau, à devoir monter un projet de zéro. Donc grâce au soutien du département, grâce aussi à un peu de chance, il a trouvé un autre véto qui était prêt à le rejoindre dans cette aventure de création d'une activité donc 100% rurale. Hein. On a un très beau podcast sur l'activité 100% rurale qui est l'épisode de Clémence B qui fait le 100% rural. Et ben voilà, et ils sont, je pense, dans la même énergie que Clémence pour l'avoir entendu. En tout cas, ils sont très enthousiastes et ils adorent ce métier-là. Et tu me demandais voilà quel était mon avis sur l'arrivée des réseaux. Je trouve que ça empêche ça. Hein. Jusqu'ici, en ayant une activité mixte, en ayant plusieurs associés qui font en canine, qui font en rural, tu permettais de faire vivre une rurale. Ça va être de plus en plus compliqué. Donc tu penses que ça va pas aider le maillage territorial en fait? Oui, oui, c'est pour ça. la rurale. Ah oui, c'est certain. Ouais. Le fait de ne pas pouvoir maintenir des cliniques mixtes, le fait de séparer les deux activités rend l'activité rurale plus compliquée au quotidien en fait, parce qu'elle dégage pas autant de moyens que la canine, tout simplement. Oui, bien sûr. C'est pas impossible puisqu'ils vont s'installer là en septembre, mais c'est plus compliqué. Donc voilà, sans le soutien d'une région, d'un département, bon. Toi qui es au contact du coup des vétérinaires chefs d'entreprise et qui peut prendre la température, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Pour ceux que tu côtoies au moins, quoi, pour tes clients. Ouais. Alors, en fonction des situations personnelles de chacun, ceux qui sont proches de la retraite, ils voient une opportunité. Et je le comprends, évidemment, une opportunité financière super de pouvoir revendre ses parts de clientèle à un prix qu'ils auraient jamais imaginé. De ce point de vue-là, certainement, si j'étais à leur place, peut-être que je le ferais. On voit évidemment son intérêt personnel avant de voir celui de toute une profession. Là où j'ai plus de mal, c'est à comprendre. Enfin, là où j'ai plus de mal de comprendre les motivations de ceux qui revendent leur outil de travail alors qu'ils sont en milieu de carrière finalement. Donc en restant dans la clinique, ouais. C'est ça. Ils donnent le contrôle à un tiers. Ça j'ai plus de mal à le comprendre, mais parce que c'est pas mon
mon fonctionnement, parce que j'ai pas du tout. Enfin, moi, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de décider, j'ai besoin de mettre en place moi-même. Je l'ai vécu en tant que salarié, le fait de devoir mettre en place une stratégie que tu ne décides pas et de devoir l'implémenter dans les pays. Bon, c'est pas infaisable, hein, c'est pas non plus quelque chose de désagréable, mais c'est pas ce qui me convient en tout cas. Donc, Est-ce que tu as déjà été face à des cas où plusieurs associés avaient pas du tout la même manière d'envisager des choses et où certains préféraient vendre à une chaîne et d'autres pas du tout? ouais. Oui, j'ai eu des cas comme ça où on m'a demandé d'intervenir, où les situations, encore une fois, personnelles étaient différentes. Il y a celui qui part à la retraite et puis il y en a deux qui restent dans la clinique. Finalement, le montant du chèque décide aussi de ça et ça devient une opportunité. J'ai aussi eu des cas où des vétos ont revendu et sont partis pour recréer ailleurs. Voilà. D'accord. Puisqu'ils n'avaient pas d'autre choix. Enfin, ils faisaient partie d'une association dans laquelle la décision a été de vendre, où il y en a 4 qui restent, t'es le 5e. Bon, c'était l'occasion de faire autre chose, autrement, différemment, et se relancer dans une entreprise, ça arrive. C'est souvent aussi pour les salariés, ces moments-là, soit des occasions de revoir leur statut finalement. Où il y en a qui m'appellent justement en me disant voilà là ils vont vendre à une clinique, ils vont vendre la clinique à un réseau. Moi je me vois pas bosser là-dedans. Je pense que c'est le bon moment pour moi pour me lancer. D'accord, ok. Ouais. Donc finalement là tu es aussi en contact avec des salariés vétérinaires. Oui, tous ceux qui veulent s'installer, enfin pas tous ceux, mais certains Oui, de ceux qui veulent s'installer et qui ont besoin d'un business plan sont amenés à m'appeler. Ouais. D'accord, ok. Et puis lors des congrès aussi, parfois je vois des salariés qui viennent me voir en me disant dans ma clinique ça se passe comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça change. Il y a un conflit entre les associés, mais je me sens pas à l'aise pour leur dire telle ou telle chose. Qu'est-ce que ouais. D'accord. Et moi j'ai plutôt des salariés, en tout cas ceux que je vois, qui sont très concernés par la vie de leur entreprise et qui sont plus actifs que attentistes. Et ceux qui sont attentistes, finalement, ils le sont par la force des choses. Ils sont un peu arrivés au bout d'une histoire et finalement, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, moi j'ai à peu près le même sentiment effectivement où les gens démissionnent un peu dans leur tête et du coup ils font leur boulot, ils en tirent du plaisir, etc. Mais ils s'investissent peu parce que c'est pas leur cas, mais que ça se passe pas si bien que ça. Et après il y a plein de salariés qui sont vraiment investis, même pas forcément qui ont envie de s'associer d'ailleurs. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont super bien dans le salariat et c'est pas pour autant qu'ils ont pas envie de s'investir pour l'entreprise. Exactement. Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est pas un critère pour moi, c'est pas être un bon ou un mauvais véto, d'être ou pas libéral. Ça n'a rien à voir. C'est une question d'envie personnelle. On en parlait au départ, mais c'est la façon dont on se voit, la façon dont on a envie de faire les choses en fait. Donc ça c'est. Ouais. Non, donc pour répondre finalement sur les réseaux, ça va structurer le marché, ça va répondre à des questions financières pour ceux qui partent à la retraite. En tout cas aujourd'hui, ce sera pas le cas dans quelques années. Et puis ça n'empêche pas pour moi qu'il y a encore une place plus pour les indépendants, bien au contraire. Moi, je pense que le produit vétérinaire, le service vétérinaire, c'est quand même un service qui est un peu particulier. Tout le monde me dit ouais, mais regarde ce qui s'est passé dans les labos d'analyse, chez les opticiens, tout le monde s'est structuré en réseau et c'est vrai. Maintenant, il y a beaucoup plus d'émotionnel quand je vais chez le vétérinaire que quand je vais chez l'opticien. Et du coup, de ce point de vue-là, tu fais beaucoup plus confiance finalement à une personne qu'à un réseau, que t'as pas l'effet Leclerc ou Alain Flelou, tu vois, chez un véto. Tu vas d'abord faire confiance à ton véto, à celui que tu connais son prénom, tu connais peut-être ses enfants, enfin, tu le connais personnellement. Oui, mais avant, finalement, même ton opticien, je suis d'accord qu'il y a beaucoup moins d'émotionnel, mais quand il y avait une vie plus de village ou de quartier, finalement, tu faisais quand même confiance à ton opticien que tu connaissais, dont tu croisais les enfants à l'école, etc. Ça pourrait le devenir pour les vétos de se référer à une espèce d'enseigne. Alors, ça le deviendra forcément puisqu'elles vont exister. Donc, oui, ça existera dans le paysage, mais je pense pas que ça peut remplacer 100% de l'indépendant. L'indépendant, il a une force. Tu vois, quand t'as des enfants
Est-ce que tu vas choisir ton pédiatre parce que c'est un bon pédiatre, parce qu'on te l'a recommandé, ou parce qu'il fait partie d'une chaîne Ouais, non, c'est clair. Le pédiatre, non, ouais, là, je suis d'accord, c'est l'exemple. Et quelque part, tu vois, quand les gens, là, il y a eu tous ces scandales sur les EHPAD, alors non pas que je fasse le parallèle, hein, attention, mais les gens se retrouvent à mettre leur famille dans des EHPAD, dans des réseaux dont on sait tous les effets négatifs qu'il y a, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais beaucoup d'entre eux préféraient les mettre dans des structures associatives plutôt que dans des structures privées. Pour moi, quand il y a de l'émotionnel, quand tu es dans de l'humain, en fait, hein, tu vas d'abord privilégier la personne en qui tu as confiance, en fait. C'est une relation personnelle. Encore plus parce qu'il y a les réseaux sociaux. Plus tu as de réseaux sociaux, plus justement tu es capable de te mettre en avant toi en tant qu'humain, en tant que professionnel, en tant que, tu vois, tu peux faire ton propre marketing. T'as pas besoin de t'adosser à une marque. Je reprends l'exemple d'Alain Flelou, par exemple. Tu peux faire maintenant cette propre mise en avant sur les réseaux sociaux et te faire connaître. Donc oui, les indépendants, pour moi, ont un avenir et ont autant d'outils pour communiquer que les réseaux. Hein. De ce point de vue-là, il n'y a pas photo. Hein. Et l'impact en sera d'autant plus fort que c'est eux qui communiquent directement plutôt qu'une marque. C'est qu'au-delà des réseaux sociaux, je trouve qu'il est aussi plus facile aujourd'hui pour un vétérinaire d'être chef d'entreprise que il y a 10 ans ou 20 ans, grâce au numérique. La circulation d'informations, la quantité de tutoriels, de MOOC qui existent, par exemple Ergon, ce groupe de réflexion autour de l'entrepreneuriat, il n'y avait pas ça il y a 20 ans. Avant, chacun faisait à sa sauce dans sa clinique, mais c'était difficile d'avoir des informations et de pouvoir progresser. Aujourd'hui, on est vraiment beaucoup plus dans la culture de l'échange, de la transmission. Il est beaucoup plus facile d'apprendre des nouvelles choses et de faire des nouvelles choses grâce au numérique, je trouve. Et de ce point de vue-là, au-delà, on met de côté l'administratif, mais le vétérinaire chef d'entreprise a aujourd'hui beaucoup plus de ressources pour réussir que il y a 20 ans, 30 ans ou plus. Mais à la fois, il a peut-être aussi un petit peu moins de temps, notamment à cause des problèmes de recrutement que tout le monde connaît en ce moment. Il y a pas mal de vétos qui disent que c'est dur parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils communiquent mieux et qu'ils aussi ils fassent un peu de marque employeur pour recruter, mais qu'en fait, comme il manque de salariés, ils ont pas le temps de le faire et que c'est un espèce de cercle vicieux. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois au quotidien ? Oui, complètement. Ça, c'est vraiment le problème aujourd'hui, c'est ce déficit numéraire finalement qu'on a sur le marché, qui crée de la surcharge de travail dans les cliniques, aussi bien pour les vétos que pour les ASV, et qui crée de la tension, de la fatigue, et qui empêche le développement et la mise en place de nouvelles choses dans les cliniques. C'est préoccupant, hein, parce que alors il y a des situations où les plus grandes cliniques arrivent à s'en sortir parce qu'elles composent, elles sont tellement nombreuses que finalement certains prennent un peu moins de jours, travaillent un petit peu plus et ça compense le manque d'un vétérinaire. Mais quand tu es sur des structures où tu as 2 vétos, 2 ASV et qu'il manque un 3e véto, c'est quasiment impossible de s'en sortir sans être fatigué et être presque à la fin dégoûté du métier. Ouais. Et aujourd'hui, comment les vétérinaires arrivent à se rendre attractifs auprès des jeunes ? Ça, c'est la question. Alors, beaucoup, ceux qui proposent des stages, je trouve, font vraiment la différence en termes d'attractivité. Parce que le fait de proposer une place à un stagiaire, c'est déjà s'intéresser à lui, c'est déjà s'intéresser aux attentes des plus jeunes salariés et donc d'être plus ouvert et accueillant quand tu vas accueillir ton salarié et tu crées aussi ainsi ton réseau en fait grâce aux stagiaires que tu peux avoir comme ça tout au long de l'année, quelle que soit leur année d'études. Ça va faciliter aussi la diffusion de ta recherche au niveau des écoles ou au niveau de ceux qui sont sortis récemment. Puis il y a le côté un peu l'essayer, c'est l'adopter aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu y vas et tu vois les choses, tu vois l'équipe, tu vois les lieux, tu vois comment ça fonctionne, tu sais si c'est pour toi ou pas. C'est sans appel en fait. Donc ouais. Donc je trouve que le stage est vraiment une bonne façon. La proposition de stage est une bonne façon de se démarquer. Après, il y a aussi la chance et le hasard, hein, quand t'as que 1 ou 2 propositions à ton annonce, tu espères que la personne qui va venir bien sûr se plaise. En tout cas, voilà, c'est là où tu peux agir toi en tant que chef d'entreprise, c'est faire en sorte d'accueillir de la meilleure façon possible ce nouveau salarié pour que elle reste en fait.
Quand tu as peu de candidats, finalement la solution elle est dans pérenniser celui qui répond à ton annonce. Oui, d'accord. Et du coup, sur cette partie difficulté de recrutement, chez ADVET, qu'est-ce que vous proposez comme service aux vétérinaires ? Alors, dans les marchés où on a un emploi en tension, ce que proposent classiquement les boîtes de recrutement, c'est de la chasse. C'est-à-dire qu'ils vont aller débaucher des vétérinaires ayant le profil attendu pour le mettre dans une autre entreprise. Nous, c'est pas trop notre philosophie, on trouve pas ça très confraternel. Donc, même si Nicolas Constant a lui-même son cabinet de recrutement, on a décidé de pas du tout proposer ce type de service. Et comme je te le disais, au contraire, on essaye plutôt d'être sur cette partie des 6 premiers mois d'intégration. Pour faire en sorte que le candidat qui va se présenter finalement soit la bonne personne et reste le plus longtemps possible en fait. Ouais, donc on propose un parcours assez original où on travaille et avec le manager et avec le salarié qui arrive pour les aider à très rapidement se trouver des points communs, se trouver des façons de travailler qui conviennent aux deux et les aider à s'épanouir l'un et l'autre dans cette nouvelle relation. Mais oui, c'est en partie frustrant de pas pouvoir apporter plus. Oui, bien sûr. Bon, moi, je suis arrivée à peu près au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu as envie d'aborder ? On pourrait parler des heures sur les vétérinaires, l'entreprise vétérinaire, les cliniques, qu'est-ce qu'il faut faire ? Enfin, moi, ce que je retiens de mon expérience, c'est qu'il y a autant de cliniques vétérinaires et d'entreprises vétérinaires qu'il y a de vétérinaires. Et chaque chef d'entreprise a sa propre vision, ses propres envies, et je trouve ça toujours hyper intéressant de se rendre compte que tous les modèles et toutes les idées et toutes les envies peuvent être réalisées quand on s'en donne les moyens. Ouais. Donc je serai là s'il y a besoin en tant que fonction support. Voilà, on continue dans cette mission-là, je l'espère, pour les 12 prochaines autres années à venir. Oui, c'est ambitieux. J'ai quand même 2 petites questions subsidiaires. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune véto qui se sent assez sécurisé du coup dans le salariat, comme on en a parlé avant, mais qui est quand même un peu attiré par l'association et qui a peur de passer le cap ? Il faut comprendre ce qui l'attire dans l'association. Qu'est-ce qu'il y recherche en fait ? Qu'est-ce qu'il en attend ? Est-ce que c'est juste prendre en main la communication de la clinique, auquel cas il n'a pas besoin d'être associé pour réaliser ça, il peut le faire en étant salarié, il peut avoir ce type de responsabilité en étant salarié, ou est-ce qu'il y voit plus une réalisation, il a envie de mettre en place des nouvelles choses, il est dans un mouvement et il se sent dans un élan de changement, si tu veux. Auquel cas, il y a cet esprit entrepreneurial. En fait, c'est ça qu'il faut interroger. C'est finalement pourquoi je veux être associé. Parfois, je vois des salariés qui se retrouvent associés, qui n'avaient pas vraiment envie de l'être et qui en sont pas très heureux, en fait. Donc, interroger cette envie d'entreprendre. Comprendre en fait pourquoi on a envie ou pas de passer le cap, poser un peu les choses, quoi. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui nous attire finalement dans le statut ? Est-ce que c'est que le statut ? Est-ce que c'est le salaire ? Ça peut être parfois aussi. Oui, bien sûr. On se dit, on fantasme sur le salaire des associés. On se dit, je vais être payé 2 fois plus. Ce qui est le cas parfois, hein. Ce qui est le cas parfois, oui, mais pas toujours, pas toujours. Parfois, on est un peu surpris où les associés sont même moins payés que les salariés. Oui, je sais bien, il y a des grandes disparités. Et tu avais une autre question ? Ouais, j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite avec ADVET ? Ça c'est chouette comme question. Écoute, de continuer à m'éclater, de rencontrer des gens intéressants comme toi, comme les vétos que je rencontre, comme les consultants avec lesquels je travaille, parce que c'est vraiment ça qui me nourrit et je sais que si c'est le cas, si je continue à être dans un environnement avec des gens qui m'apportent des choses, je vais continuer à m'éclater. Bon, et ce sera le mot de la fin. On a réussi à aller au bout malgré quelques problèmes techniques. Heureusement qu'on a une bonne monteuse qui fera disparaître tout ça. Mais merci beaucoup Hélène. Moi, je me suis pas ennuyée 2 secondes et j'ai appris plein de choses. C'était vraiment très cool. Merci en tout cas. Salut. À bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser.
et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.